C'est un plaisir de vous retrouver sur Télé 24. Mesdames et messieurs, bienvenue. À l'entame de ce journal, le ministère des Transports, à travers l'Office national de la sécurité routière, ONASER, a lancé ce jeudi une campagne de sensibilisation des propriétaires et chauffeurs de camions bennes. Indiamènement, ces camions sont souvent incriminés dans les cas d'accidents de circulation, dit Métédon. À N'Djamena, les camions bennes ont réussi à instaurer un climat de frayeur au sein des populations. Dans les rues de la capitale, c'est la méfiance. Ils sont taxés de camions assassins à cause du nombre de décès ou de blessés graves enregistrés lors des accidents de circulation qui touchent le plus souvent les motocyclistes. Jeudi, le ministre des Transports, à travers l'Office national de la sécurité routière, a décidé de lancer une campagne de sensibilisation et d'appeler au bon sens des propriétaires et chauffeurs de bennes au respect du code de la route. Le constat fait par le secrétaire général du ministère des Transports, Dioulne Laurent, c'est la conduite sans permis catégoriel. Certaines personnes conduisent des gros porteurs comme des bennes sans avoir le permis de la catégorie. Il faudrait donc vous rappeler cela. Vous avez des auto-écoles, vous avez l'Office national de la sécurité routière qui est à votre disposition, pouvant vous aider avec les services du ministère à obtenir le permis qu'il faut pour conduire les camions bennes. Il est hasardeux de laisser les gens qui n'ont pas, ou les personnes qui n'ont pas ces permis, de conduire ces camions au moment où nous savons que le trafic est souvent dense dans la ville de N'Djamena. À part l'excès de vitesse ou téléphone au volant, l'état des camions bennes est souvent incriminé en cas d'accident de circulation. Il faudrait que nos véhicules aient les organes pour pouvoir circuler. Les organes les plus importants comme les freins, les phares et les phares autorisés. Il n'y a pas de phares fantaisistes, les clignotants et surtout les freins. Il faudrait que ces organes soient en bon état, ça nous permettra d'éviter des accidents. Si ces camions sont autorisés à circuler qu'à partir de 9 h du matin à 22 h, ils ne cessent pourtant d'endeuiller de nombreuses familles, ce qui a un coût sur l'économie. L'ONASER sillonnera tout site des camions bennes pour maximiser la sensibilisation afin de préserver. 4 enfants ont perdu la vie hier par noyade alors qu'ils se baignaient dans un bassin de rétention d'eau à Ndiari dans le 8e arrondissement de N'Djamena. Ce 10 juillet, le maire de la commune, Hassan Abdoulaye Mamadou, a convoqué les délégués des quartiers, les chefs des carrés et chefs religieux pour une sensibilisation de masse afin de préserver des vies. La quintessence de la communication avec l'administrateur délégué du 8e arrondissement, Mahmoud Abagana. Nous avons convoqué les délégués des quartiers, les chefs des carrés, les chefs traditionnels ainsi que les religieux par rapport à un événement malheureux qui s'est déroulé hier dans le bassin de N'Djari, Dar es Salaam, qui a coûté la vie à 4 de nos enfants. Les bassins ont été aménagés pour recueillir les eaux de pluie et éviter les inondations des concessions. Donc, raison pour laquelle nous avons tenu cette réunion avec nos chefs des carrés et délégués des quartiers en guise de prévention. Nous avons pris des mesures, comme l'avait annoncé tout à l'heure le maire. Nous avons créé des postes autour de ces bassins pour empêcher les enfants d'entrer dedans. Et puis, nous avons aussi fait des garde-fous. Si vous avez eu à le constater, nous avons fait des élévations en terre d'une hauteur de 2 mètres à peu près, pour empêcher les enfants d'entrer. Nous n'avons pas baissé la garde. Des mesures seront prises, voire même clôturées. Parce que de part et d'autre, il y a la part de responsabilité de la population également. Les gens viennent enlever la terre à l'insu de tout le monde et à des heures tardives. Passation de service dans la province du Mayo-Kibi-Est, le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, l'imam Mamat, ont installé ce mercredi le nouveau délégué général du gouvernement, Goukouni Sidimi, qui remplace Abdelkrim Seyd Bosch, correspondance à Bangor, Gapil Blaise et Abakar Dumé.
La cérémonie de passation de service entre les deux délégués du gouvernement a vu la présence des préfets des 4 départements du Mayo-Kébi-Est, les délégués provinciaux, les autorités administratives, civiles, militaires, religieuses et traditionnelles. La population de la ville de Bongor n'est pas du reste. Après la levée du tricolore bleu, or, rouge, le ministre d'État, ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, Liman Mamad, fait la revue des troupes. 2 ans et demi à la tête de la province du Mayo-Kébi-Est, le délégué général du gouvernement sortant, Abdelkerim Seyd Boj, a présenté les potentialités de la dite province tout en mettant en couleur rose les réalisations et les défis à venir. Le ministre d'État, ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, Liman Mamad, n'est pas passé inaperçu les belles prestations du délégué général du gouvernement sortant. Il a invité le délégué général du gouvernement entrant, Goukouni Sidimi, de jouer pleinement son rôle dans la province du Mayo-Kébi-Est avec le concours de la population. Nous vous demanderons particulièrement de pouvoir œuvrer pour le raffermissement de la cohésion sociale, mise à rude épreuve par l'insécurité foncière à l'origine de nombreux conflits communautaires. Vous devez, à ce titre, vous investir dans le cadre donc de la prévention pour permettre à ce que la cohésion sociale dans le Mayo-Kébi-Est ne soit contrariée par des initiatives qui auraient été mal gérées ou qui n'auraient pas été donc prises. Je vous renvoie donc, Goukouni Sidimi, à l'exercice de vos fonctions. La remise de l'étendard à Goukouni Sidimi, nouveau délégué général du gouvernement auprès de la province du Mayo-Kébi-Est par le ministre d'État, ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, marque la prise du bâton de commandement d'entrée dans la dite province. Il dit se lancer pour relever les défis et atteindre sa mission avec le concours des différents responsables. En lien avec les attributions qui sont les miennes, du haut de cette tribune, je prends solennellement l'engagement de m'assumer scrupuleusement, car cela va de la réussite de la noble mission qui m'est confiée. Après l'installation du nouveau délégué général du gouvernement auprès de la province du Mayo-Kébi-Est, la signature du procès verbal est faite. Le ministre d'État, ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, Liman Mamad, a tenu une réunion avec les différents responsables de service. L'Institut supérieur des sciences de la santé et pharmaceutique a présenté ce 10 juillet ses objectifs pédagogiques et son engagement à former des professionnels de santé au service de la population. L'établissement lance ainsi ses activités académiques pour l'année 2025-2026. Le professeur Ousmane Mohamed Adam en est le conseiller scientifique. L'Institut supérieur des sciences de la santé et pharmaceutique, ISSSP, est un établissement privé d'enseignement supérieur et de recherche, autorisé à fonctionner par arrêté numéro 0368, ministère de la Santé publique, 24, du 17 octobre 2024, et par arrêté numéro 029, ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de la formation professionnelle, 25, du 13 février 2025. L'objectif principal est d'initier à la recherche et de former des cadres compétents dans le domaine médical et de la pharmacie, grâce à des formations professionnelles adaptées aux exigences du monde du travail. L'Institut supérieur des sciences de la santé et pharmaceutique a lancé ses activités académiques depuis octobre 2024 et offre présentement 4 licences dans le domaine suivant: imagerie médicale, soins infirmiers obstétricaux, analyse biomédicale. Durant cette année académique, l'Institut supérieur des sciences de la santé et pharmaceutique a fait un progrès pour atteindre ses objectifs, à savoir la formation de qualité qu'il offre aux jeunes bacheliers. Dans ces processus, l'Institut supérieur des sciences de la santé et pharmaceutique joue un rôle majeur dans la formation des citoyens capables d'utiliser des technologies nouvelles et des méthodes novatrices pour être plus efficaces et satisfaire les besoins de la société. Ceci, nous souhaitons la bienvenue à nos jeunes bacheliers pour l'année académique 2025-2026 et qu'il me soit permis de saluer les efforts des fondateurs. Mes remerciements vont à l'endroit
de ceux qui ont fait le choix de suivre leurs études au sein de notre établissement, ainsi qu'à tous les partenaires techniques et financiers, et à tous ceux qui, de près ou de loin, ont porté leur généreuse contribution pour la continuité de notre institut dans de bonnes conditions. La Journée mondiale des femmes sans voile se célèbre ce 10 juillet, une journée de commémoration et de sensibilisation sur les droits des femmes à choisir de se couvrir ou non, souvent dans des contextes où ce choix était contraint ou nié. Notre rédaction s'y est intéressée à la symbolique du voile en donnant la parole aux religieux et citoyens lambda. Joël Goudimana. À ce soir pratique, signe de distinction sociale, symbole de piété religieuse, marque de pudeur ou de séduction, le voile est pourtant loin d'être uniquement un instrument de domination. Accusé de priver la femme de sa liberté et d'entraver son émancipation, il est devenu le symbole d'un islam et d'un christianisme rétrograde, intolérant et incompatible avec la démocratie ou le comportement moderne. Or, le voile ne date pas d'aujourd'hui. Alors, ce que j'aimerais vous dire, même en Mésopotamie, c'est un signe réservé aux femmes libres et respectables. C'était 2000 ans avant Jésus-Christ. Le voile symbolisait la dignité. Par exemple, les prostituées et les esclaves n'étaient pas autorisés à se voiler. Par exemple, même dans la Grèce antique, par exemple, les femmes portaient le voile pour exprimer la décence et la séparation de la sphère publique masculine. Et dans l'Empire romain, le voile était utilisé lors des cérémonies religieuses et mariages. Il reflétait la piété et le statut marital de la femme. Si pour certains, le voile est une privatisation de la liberté, pour d'aucuns, non, car il est un accessoire très important pour la femme chrétienne. Dans le christianisme, dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 11, le verset 2 à 16, Paul enseigne que la femme doit se couvrir la tête lorsqu'elle prie ou prophétise. Le voile y est un signe d'autorité, de soumission à l'ordre divin et de décence dans le culte. Loin de penser que la religion musulmane ait servi les femmes au travers du voile, cet accessoire est d'une importance capitale. Dans l'islam, le Coran recommande aux femmes croyantes de se couvrir par pudeur, selon Sourate 24, le verset 31, Sourate 33, le verset 59. Le voile appelé en arabe hijab est perçu comme une barrière protectrice, un signe d'identité religieuse et d'obéissance à Dieu. Il varie selon les cultures. On parle de hijab, niqab, khimar, etc. Au Tchad, le voile est une affaire de goût, de choix et même considéré comme couverture pour des affaires louches, dit-on. Le voile, des fois, ça cache beaucoup de mauvaises choses. Et d'une part, ça couvre aussi nos sœurs. Par rapport à moi, le voile, ça couvre la femme et ça donne également la beauté de la femme. Puisque ça protège aussi contre la chaleur. Parce que déjà là, elles absorbent la chaleur chaque jour, chaque fois en sortant sans froid. Déjà que le froid peut protéger contre la chaleur. Le conseil que moi je peux donner aux jeunes filles actuellement, c'est de porter le voile. Même si elles ne peuvent pas porter, elles peuvent mettre ça sous forme d'écharpe. Parce que peut-être, on ne sait pas, elles peuvent sortir, la chaîne de leur habit peut craquer. Donc elles peuvent utiliser ça pour le cacher. Ou bien peut-être qu'elle a ses menstrues sans se rendre compte, elle peut utiliser ça aussi pour se cacher. Comme pour dire, la journée mondiale de la femme sans voile célébrée le 10 juillet ne saurait avoir de place au Tchad. Le directeur général de Biana Art et Communication et directeur artistique du festival Tourasnan Ndoujilar Alida, ainsi que l'ambassadeur du Tchad en Allemagne, Youssouf Abassala, ont été conjointement animés ce matin une conférence de presse à la galerie Kaikor. Cette rencontre avait pour objectif d'annoncer la tenue de la prochaine édition du Tourasnan Tour, prévue en Allemagne du 23 au 24 août prochain. Tansouamta y a pris part. Dans l'optique de promouvoir la richesse culturelle tchadienne sur la scène internationale et de renforcer les liens entre la diaspora et le pays d'origine, le festival Tourasnan s'apprête à franchir les frontières nationales pour sa prochaine édition en Allemagne.
Intervenant pour situer les objectifs de cette édition spéciale, le directeur artistique du festival Noudjilar Alida a précisé que ce projet nous tient vraiment à cœur et on sait que sans votre apport, nous ne pouvons pas le faire, le réaliser. On a commencé d'abord avec le Tourisme Show qui est déjà à sa 3e édition, on est en route pour la 4e édition et l'initiative c'est d'ouvrir une porte ou soit un passerelle vers le monde extérieur. C'est-à-dire on travaille avec les artistes ici au Tchad et aussi en dehors de nos frontières. Il y a un parc là-bas qu'on appelle le Mawa Park. Chaque samedi et dimanche, les différentes cultures viennent s'exprimer. Jouez ce que vous voulez, c'est ouvert à tout le monde. Force est de constater que le Tchad est absent, alors que nous, les Tchadiens, étions là présents. Donc nous nous sommes dit, on peut aussi créer quelque chose. Raison pour laquelle on a mis sur pied le projet Touras Nantour et nous nous sommes dit, on essaye. De son côté, l'ambassadeur du Tchad en Allemagne, Youssouf Abassala, a salué cette initiative qu'il qualifie de levier de diplomatie culturelle et de cohésion nationale. Il a toutefois invité les artistes qui feront le déplacement à adopter un comportement exemplaire afin d'ouvrir la voie à d'autres talents tchadiens lors des futures éditions. Quels que soient les cours, nous sommes engagés et j'en ai déjà parlé avec le directeur. La seule préoccupation que je vais poser, soyons honnêtes, parlons de homme à homme, comme on le dit, ou bien de femme à femme. J'avais dit, et peut-être il vous a dit à tous ceux qui vont participer à cela, nous n'allons pas laisser les gens là-bas intervenir. Selon les organisateurs, la délégation tchadienne qui ira en Allemagne sera conduite par des figures emblématiques de la scène musicale, notamment Darsila, Mounira Michala, Sitson Algewi, ainsi que de plusieurs jeunes artistes en herbe. Outre les prestations musicales, le programme prévoit des expositions d'art visuel, de l'artisanat, de la photographie, des ateliers collaboratifs, des conférences thématiques et des séances de networking entre artistes et professionnels de la culture. La conférence de presse s'est achevée par une visite guidée des œuvres de l'artiste plasticien Apollinaire exposé dans la galerie. Et on fait le tour de l'actualité internationale pour parler de la Chine avec la découverte lunaire par les scientifiques et hausse du commerce électronique. Aux États-Unis, le prix des cuivres américains a grimpé et le Brésil qui répond face aux tarifs douaniers adoptés par Donald Trump. Zenabou Mahmatali. En Chine, lors d'une conférence de presse de l'Académie des sciences à Beijing mercredi, des scientifiques ont dévoilé les résultats de leurs travaux sur la découverte lunaire. Pour la première fois, des scientifiques ont obtenu des informations sur les camps magnétiques anciens de la face cachée lunaire. Cette donnée relève une possible recrudescence de l'intensité du champ magnétique de la Lune il y a environ 2,8 milliards d'années. Toujours en Chine, l'indice de logistique du commerce électronique de la Chine s'est établi à 111,8 points, en hausse de 0,2 par rapport au mois précédent, a annoncé mercredi la Fédération chinoise de la logistique et des achats. Le président américain Donald Trump a annoncé mercredi après-midi que des droits de douane de 50% seraient appliqués aux marchandises importées depuis le Brésil à compter du 1er août. Aux États-Unis, le président américain Donald Trump a annoncé lundi un nouvel tarif de 50% sur tout le cuivre importé, déclenchant une hausse historique des prix à terme de cuivre sur le New York Mercantile Exchange. À la clôture de la journée, les prix se sont établis à 5,68 $ américains la livre, en hausse de 13% par rapport à la dernière journée ouvrable. Le secrétaire américain au commerce, Howard Lutnick, a déclaré que les nouvelles tarifs devraient entrer en vigueur d'ici fin juin ou à partir du 1er août. Au Brésil, le président Luiz Inácio Lula da Silva a déclaré mercredi que toute mesure unilatérale visant à augmenter des droits de douane fera l'objet d'une réponse conformément à la loi brésilienne,
sur la réciprocité économique. Le représentant permanent adjoint de la Chine auprès des Nations Unies, Jean Chuang, a appelé mercredi le Houthi au Yémen à accéder leurs attaques contre les navires marchands en mer Rouge. La Chine exprime sa profonde préoccupation quant aux récentes attaques armées sur des cargos en mer Rouge et réinsère son appel aux Houthis pour qu'ils respectent les droits de navigation des navires marchands de tous les pays en mer Rouge, conformément aux droits internationaux. Qu'ils cessent de prendre pour cible les navires marchands et qu'ils maintiennent la sécurité des voies de navigation en mer Rouge, a déclaré Jean. Mesdames et messieurs, voilà tout pour cette édition. Restez accompagnés de nos programmes. Au revoir.